Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. Une annexion progressive de facto de la Cisjordanie. C'est ainsi qu'une haute responsable de l'ONU a qualifié cette semaine les manœuvres d'Israël. Depuis le début du mois de février, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a adopté une série de mesures visant à accroître son contrôle sur ce territoire, y compris dans des secteurs placés sous la responsabilité de l'autorité palestinienne. Rappelons que la Cisjordanie est un territoire palestinien occupé illégalement par Israël depuis 1967. Aujourd'hui, plus de 500 000 Israéliens y vivent, parmi quelques 3 millions de Palestiniens. Et ce mouvement de colonisation s'est intensifié ces dernières années sous le gouvernement Netanyahou. À cela s'ajoute la persistance des violences à Gaza, malgré un cessez-le-feu signé le 10 octobre 2025 entre Israël et le Hamas. Depuis cette date, plus de 500 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Alors, Alain, Jean-Marie, on se doutait bien que le plan de Donald Trump pour la paix n'allait pas tout régler au conflit israélo-palestinien. Vu les conditions actuelles, est-ce qu'on peut même seulement parler de processus de paix entre Israël et les Palestiniens ? Alors, processus de paix, Hélène, il faut bien dire les choses comme elles sont. Je crois que il faudrait bannir à jamais cette expression concernant le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient est en permanent processus de paix, sorte d'enveloppe politico-diplomatique qui recouvre au fond un niveau, alors plus ou moins élevé, de violence permanent. Je dirais que là-bas, la norme, c'est la crise, et que entre les crises par moment, il y a des parenthèses de négociation. Alors, est-ce qu'il y a en ce moment une parenthèse de négociation pour sortir du conflit à Gaza et pour imaginer un futur en Cisjordanie, mais aussi pour la bande de Gaza, imaginer un futur pour l'ensemble des territoires palestiniens? La réponse, c'est non. C'est non, la réponse est non, il n'y a pas d'amorce d'une négociation qui ressemblerait à l'organisation de la coexistence entre l'État d'Israël et la population palestinienne dans les territoires qui ont été occupés par Israël à la suite de la guerre de 1967, c'est-à-dire la partie orientale de Jérusalem, la Cisjordanie, comme vous l'avez dit, et la bande de Gaza. Non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, il n'y a pas ça. Peut-être qu'il y aura ça un jour, peut-être qu'il y aura un jour un mouvement national palestinien uni, ayant le même programme et décidé à avoir des représentants uniques pour négocier avec les Israéliens. Peut-être y aura-t-il un jour un gouvernement israélien, comprenant qu'il n'y aura pas de paix sans la paix avec mes voisins d'à côté, ceux de l'immeuble d'à côté. Pas avec la Jordanie, c'est fait. Pas avec le Liban, ça va un peu mieux. Pas avec la Syrie non plus, dont Israël occupe une partie du territoire. Avec l'Égypte, ça va aussi. Avec les pays du Golfe, ça va aussi. Avec les États arabes, la situation n'a cessé de s'améliorer pour ce qui concerne les relations d'Israël. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le voisin. C'est l'immeuble d'à côté, c'est l'appartement du dessus et l'appartement d'en dessous. C'est la coexistence avec les Palestiniens. C'est toujours le problème clé dans la région. Alors clé, il y a eu d'autres problèmes qui ont déclenché des guerres. Je ne dis pas que c'est le problème central. Mais en ce qui concerne la coexistence entre ces deux populations qui prétendent avoir droit à l'établissement d'un État sur cette terre, non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On peut avoir une idée fausse de ce qui ne se passe pas ou qui devrait se passer, en tout cas parce que si on s'arrête à l'actualité, on voit qu'il y a eu la réunion autour de Donald Trump de son fameux comité pour la paix avec un certain nombre de représentants officiels des pays qui sont concernés et qui avancent dans cette direction avec l'ambition pour Donald Trump d'une part d'en faire une sorte d'ONU New Look, une ONU qui serait à sa main, et qui déciderait ce qu'il entend décider lui-même, et puis surtout un cadre pour la paix, justement, dont vient de parler Alain, et qui trouverait là matière à se concrétiser. Donc c'est ça un peu qui brouille le paysage et qui brouille la perception qu'on peut avoir de la situation sur place, parce que il y a eu ce grand rassemblement. Trump a annoncé
quelques solides milliards de dollars pour, entre guillemets, reconstruire Gaza. On ne sait pas comment ces milliards de dollars seront affectés ou pas. On ne sait pas d'ailleurs quel rôle joueront les deux promoteurs en chef que sont les deux négociateurs de Trump, Witkoff et Jared Kushner. Mais néanmoins, c'est ce qui est mis en avant par le président américain. Donc, on verra s'il y a une traduction quelconque. En attendant, il y a des organisations qui regroupent un certain nombre de colons, mais les colons les plus radicaux, qui annoncent qu'ils vont désormais porter une offensive plus forte encore en Cisjordanie et qui vont pour cela recourir à la violence. Ce qui était déjà le cas, mais cette fois c'est davantage formalisé et énoncé comme tel par des organisations israéliennes. Donc en fait, la situation sur place ne s'améliore pas du tout. Alors même si Trump remplit les cases, il s'est autoproclamé président, il préside, il annonce des fonds qui devraient être libérés avec la contribution de tous ceux qui y participent. Il y a la présence promise de Tony Blair, vraisemblablement il y est déjà, ou il est déjà embarqué dans cette aventure, ainsi de suite. Mais pour le reste, on ne sait pas ce que ça peut devenir ou ce qui va vraiment se passer sur le terrain. Et est-ce qu'on connaît justement la position de Donald Trump sur la colonisation en Cisjordanie ? On a vu cette semaine que 85 États à l'ONU avaient condamné ces nouvelles mesures immobilières, si je puis dire, adoptées par Israël. Le président américain, qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Alors, la position officielle des États-Unis a changé lorsque c'est l'administration Trump qui est au pouvoir, c'est-à-dire pendant 4 ans, le premier mandat, et depuis 1 an maintenant qu'il est à la Maison-Blanche. Avant, la position officielle des États-Unis, c'était que le développement continu des implantations israéliennes en Cisjordanie constituait un obstacle à la paix et aux conversations de paix. La position de l'administration Trump, c'est non, ce n'est pas vrai, ce n'est plus ce que pensent les États-Unis. Les États-Unis considèrent que la colonisation de la Cisjordanie n'est pas un obstacle à la paix. Après, vous m'expliquerez comment on peut imaginer ou trouver une formule avec cette position de principe que la colonisation n'est pas un obstacle à la paix. Comment on peut arriver à une négociation sérieuse ? Après tout, il s'agit, si vous voulez, comme me disait un diplomate israélien, il s'agit au fond de diviser la pizza et de parler de comment va-t-on diviser la pizza. Mais si pendant que vous parlez sur les moyens de diviser la pizza, une des parties, un des protagonistes mange la pizza, à la fin, il n'y a plus grand-chose à négocier. Et pour revenir aux 2 points que vous avez soulevés, Gaza et la Cisjordanie, alors, si on veut être optimiste, pour ajouter à ce que disait Jean-Marie sur Gaza, la situation est la suivante. Il y a eu quelques pas qui semblent remplir les cases de la phase 2 du plan de paix Trump. Il y a eu, comme vous l'avez dit, le cessez-le-feu en octobre. Il y a quand même des combats. Il y a quand même plusieurs centaines de Palestiniens qui ont été tués dans ces combats et au moins une demi-douzaine de soldats israéliens aussi. La moitié de la bande de Gaza est occupée par l'armée israélienne. Est-ce que ce sera une occupation transitoire ? On ne sait pas. Là-dessus, même le cabinet israélien est divisé, parce que les plus extrêmes des partis d'extrême droite qui constituent le cabinet considèrent que non. L'armée va rester dans la bande de Gaza. Et il faudra même recoloniser la bande de Gaza, disent-ils. Des ministres, j'entends, pas des militants de base, des ministres. Donc l'armée occupe la moitié de la bande de Gaza. Sur le reste, il y a les 2 200 000, 300 000 réfugiés palestiniens. Là, l'Égypte a ouvert sa frontière. Il y a donc des réfugiés palestiniens qui peuvent partir, qui sont vraisemblablement encouragés à partir même, alors soit parce qu'ils ont obtenu un visa pour un autre pays, soit parce qu'ils ont obtenu un visa pour l'Égypte. Donc ils peuvent partir, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils veulent aller à l'hôpital. Enfin, il y a cette amélioration-là. L'idée du plan de Trump, c'était qu'il fallait qu'il y ait une sorte de comité exécutif chargé de l'application du plan de paix. Et c'est là qu'on imaginait que Tony Blair viendrait. Bon, il n'est plus du tout sûr que Tony Blair vienne d'ailleurs, parce que cette nomination éventuelle s'est heurtée à l'ensemble des pays arabes. Donc pour le moment, c'est en suspens. On ne sait pas ce que fera Tony Blair. Mais ont été désignés 15 techniciens, technocrates palestiniens, chargés de remettre en route les grands services publics. Alors où sont-ils ? Ils vivent au Caire. Ils ne peuvent pas aller dans la bande de Gaza. Ils ne peuvent pas avoir de bureau dans la bande de Gaza. Ils ne peuvent pas avoir de sécurité dans la bande de Gaza. Et donc, si vous voulez, ce début d'autorité administrative est toujours en Égypte.
Alors ils ne peuvent pas y aller, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Le Hamas est toujours là, il a des militants armés et il a aussi sa branche politique. Donc le Hamas est toujours là, contrôle plus ou moins la situation dans la moitié de la bande de Gaza. Et les Américains ont nommé un diplomate bulgare, Mikhail Mladenoff, qui est lui chargé d'essayer de mettre en musique ce qui doit être mis en musique dans ce plan qui ressemble à une usine à gaz. Alors lui, il est de temps en temps sur le terrain, mais il dit le problème numéro 1 maintenant, c'est le désarmement du Hamas. Et le désarmement du Hamas, il faudrait faire quelque chose qui ressemble au désarmement de l'IRA en Irlande du Nord, lorsqu'il y a eu la paix en Irlande du Nord à la fin des années 1990. Le désarmement de l'IRA a pris plusieurs années. Il s'est fait pacifiquement, mais il a pris plusieurs années. Et donc, si on ne peut rien faire dans la bande de Gaza avant plusieurs années, pour désarmer le Hamas, eh bien, que faire ? À plusieurs reprises, les pays arabes ont demandé à ce que l'autorité palestinienne soit investie de pouvoir à Gaza. Refus catégorique des Israéliens. Y a-t-il des pays étrangers prêts à déployer une force de stabilisation internationale dans la bande de Gaza pour faciliter le désarmement du Hamas ? Non. Un seul pays à ce jour, l'Indonésie. Un autre, la Turquie. Mais du fait de sa proximité avec le Hamas, Israël ne veut pas de troupes turques dans la bande de Gaza. Donc voilà où on en est. La situation humanitaire est toujours affligeante. Et en Cisjordanie, précisons que pendant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou était aux États-Unis, eh bien le cabinet de sécurité, où figure le ministre de la Défense notamment, mais aussi le ministre des Finances, qui est un extrémiste, en a profité pour faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire prendre des mesures réglementaires que l'opposition travailliste ou centriste qualifie d'annexion législative de la Cisjordanie, facilitant les implantations juives, y compris dans la partie de la Cisjordanie qui doit être gouvernée, 40% à peu près, qui doit être gouvernée par l'autorité palestinienne, et diminuant systématiquement par règlement, dans les textes, les peu de pouvoirs qui restaient à l'autorité palestinienne. C'est pour ça qu'on a parlé d'une annexion de facto. Sur cette question, l'administration Trump a dit qu'elle était contre l'annexion de la Cisjordanie. À ce que je sache, cette annexion rampante et de plus en plus évidente est en train d'avoir lieu sans que les États-Unis ne protestent ou ne la condamnent. Et d'ailleurs, Netanyahou ne l'a pas condamnée. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a un risque de statu quo du côté de la bande de Gaza, comme vous venez de le décrire, que du coup, le gouvernement israélien accélère sur la Cisjordanie en se disant mettons-nous sur l'autre front ? C'est possible. Il y a les élections après l'été, en octobre. On va voir. Trump a déjà dit qu'il ferait tout ce qu'il peut pour que Netanyahou soit à nouveau à la tête d'une majorité en Israël. Et peut-être que Netanyahou a promis aux plus extrêmes, encore que ce soit aussi le programme du Likoud maintenant. Voilà, donc peut-être que dans la configuration politique qui est celle d'Israël aujourd'hui, peut-être estime-t-il qu'il faut qu'il reconduise ce type d'alliance et que pour reconduire ce type d'alliance, il faut une annexion de facto, mais qui finira par se traduire dans les textes, de facto de la Cisjordanie. En attendant, dans sa plus récente prise de position sur le sujet, Donald Trump a remis en avant la nécessité de désarmer le Hamas en continuant d'en faire un préalable. Donc, comme l'évoquait Alain tout à l'heure, c'est désarmer le Hamas, ça risque de prendre du temps, donc on ne voit pas comment les choses peuvent se débloquer rapidement. Et donc, il a beaucoup insisté sur cet aspect-là des choses. Par ailleurs, il a fait son show habituel, c'est-à-dire qu'il a présenté les uns et les autres qui l'entouraient, il a félicité un tel d'être là, félicité tel autre d'être si riche. Donc ça fait du bien de l'avoir à ses côtés parce qu'il est très riche. Il s'agissait évidemment d'un émir d'une des monarchies pétrolières du Golfe et ainsi de suite. Voilà, et il a aussi promis que le désarmement du Hamas interviendrait en disant « oui, j'ai confiance, ça va se faire ». Donc un discours toujours très lénifiant, très positif, très confiant dans sa capacité à lui à imposer la paix, mais pour le moment, on ne voit rien venir de concret. Par ailleurs, il y a évidemment tout le front iranien qui est ouvert, qui signifie une proximité encore plus grande entre gouvernement américain et gouvernement israélien. Donc là, on verra de quoi demain est fait.
On verra si les Américains passent à l'offensive ou au contraire si ça reste une mesure dissuasive. Mais en tout état de cause, c'est des choses qui se discutent au plus près entre les deux gouvernements. Donc pour ce qui est de Netanyahou, malgré le réveil de l'opposition, sur laquelle d'ailleurs j'aimerais bien interroger Alain, parce que il y a eu un moment où l'opposition a semblé vraiment emporter avec elle, les oppositions en Israël, emporter avec elle l'adhésion d'une majorité. Et d'ailleurs, dans les sondages, Netanyahou était donné perdant systématiquement. Petit à petit, les choses sont en train de se rétablir pour Netanyahou, avec évidemment le soutien américain, mais peut-être aussi sera-t-il aidé par une offensive militaire en Iran, ça je ne sais pas. En tout état de cause, il me semble que l'opposition qui semblait être promise à une majorité aux prochaines élections, ça semble de moins en moins réaliste. Je ne sais pas ce que pense Alain là-dessus. Les sondages n'étaient pas favorables il y a encore quelques semaines à Benjamin Netanyahou. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable d'assembler une majorité après les élections. Ça ne veut pas dire cela. Entre son parti, le Likoud, qui reste le plus important à la Knesset, et alors l'autre possibilité serait qu'il fasse un gouvernement d'union nationale avec le centre et avec ce qui reste de la gauche, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc essentiellement avec le centre droit, centre gauche. Mais nous verrons après les élections. Pour le moment, il faut comprendre une dynamique de long terme qui s'installe entre les Israéliens et les Palestiniens. Et elle est la suivante. Vous avez, si vous prenez la frontière à l'est, c'est-à-dire le fleuve Jourdain, de l'autre côté c'est la Jordanie, et puis vous avez quelques dizaines de kilomètres plus loin, vous avez la Méditerranée. Bon, dans ce petit paramètre, il y a 7 millions d'Israéliens et 7 millions de Palestiniens. Alors, certains Palestiniens ont la nationalité israélienne, naturellement, et donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, grosso modo, vous avez 7 millions. L'idéal du mouvement sioniste, du mouvement national juif, à la fin du 19e, au cours du 20e, l'idéal proclamé aussi par le fondateur, celui qui va être le premier des premiers ministres de l'État d'Israël, Ben Gurion, c'était de dire nous devons être un État démocratique, même si la situation était une situation de guerre avec les pays arabes qui avaient refusé le plan de paix proposé par l'ONU, la création de 2 États sur ce périmètre, l'ancienne Palestine mandataire, et nous devons être une majorité juive. Voilà quelle était, fixée par le mouvement national juif, l'ambition originelle. Partiellement réussie, il faut le dire, partiellement réussie, mais enfin plutôt réussie. Elle change. Elle change dans la mesure où, sur le territoire que veulent annexer, c'est-à-dire conquérir, la droite israélienne, qui semble être majoritaire dans le pays. Jean-Marie a raison, on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'opposition aujourd'hui. Elle semble être majoritaire dans le pays, même si le centre-gauche, le centre-droit, des gens se sont battus contre, et avec succès, sur le plan strictement intérieur des institutions, du mécanisme, des fonctionnements de l'État d'Israël à l'intérieur, même si toute une partie de l'opposition et la société civile se sont battus avec succès pour empêcher les dérives vers l'autocratie du gouvernement Netanyahou, des gouvernements Netanyahou. Donc là-dessus, sur le plan strictement intérieur, il y a une opposition. Et elle a remporté des succès. Elle a empêché que Netanyahou diminue la puissance du pouvoir judiciaire, notamment de la Cour suprême, et ainsi de suite. Mais d'autres mesures aussi, remportées avec des manifestations monstres, et régulières, si vous voulez. Mais sur le plan clé, pour ce qui concerne la sécurité des Israéliens aujourd'hui, c'est la coexistence avec les Palestiniens. Sur ce plan-là, si vous voulez, la réunion sur un même territoire de 7 millions d'un côté, 7 millions d'autres, change l'ambition du mouvement national juif. Parce qu'il y a 2 solutions. Ou vous acceptez qu'une entité politique, Israël, contrôle l'ensemble de ces territoires et l'ensemble de ces populations, ok, mais sans qu'une des parties, sans que 7 millions à peu près, n'ait les mêmes droits que les citoyens israéliens. Et à ce moment-là, vous avez 2 régimes. Et un régime qui ressemble à un régime d'occupation militaire, alors plus ou moins dur selon les époques, on ne sait pas. Et puis, un régime qui ressemble à une démocratie, comme en Europe, où les citoyens votent, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée, etc., et où la justice est indépendante du pouvoir exécutif. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est un changement profond, si vous voulez,
en ce qui concerne les Israéliens et les Palestiniens. C'est un changement profond de l'ambition du mouvement national juif avec la création de l'État d'Israël. Cet État va sans doute, si rien ne se passe d'ici là, accepter, être en charge de 7 millions de personnes qui n'auront pas le statut de citoyens à part entière. Je ne sais pas comment se passera cette coexistence. Je crains qu'elle ne se passe très mal, mais seul l'avenir nous le dira. Mais bien des amis israéliens m'ont dit, si on continue comme ça, nous allons dans le mur. Et eux sont partisans d'une séparation, de recréer une séparation. Je vais vous citer une phrase du ministre des Finances, qui est membre du cabinet de sécurité, fait partie de la majorité, bien sûr, et appartient à un des mouvements les plus extrêmes d'un gouvernement qui est un gouvernement extrémiste aussi. Commentant les mesures que vous avez évoquées au début de notre entretien, Bezalel Smotrich a dit « Nous renforçons notre emprise sur l'ensemble de ce territoire et nous mettons définitivement fin à l'idée de la création d'un État terroriste au cœur du pays. » Autrement dit, voilà. Et pourquoi est-ce que Benyamin Netanyahou s'oppose tellement à confier des responsabilités à l'autorité palestinienne dans l'autre territoire palestinien, la bande de Gaza? Eh bien, c'est précisément pour la même raison, pour empêcher, pour tuer définitivement l'idée d'un État palestinien. Alors un État qui n'aurait pas toutes les caractéristiques d'un État, mais qui aurait quand même certaines des caractéristiques d'un État, en partageant le territoire de la Palestine mandataire. Voilà où on en est, et je pense que c'est un changement profond qui, de toute façon, changera le profil de la région, puisqu'il y aura un seul État pour 14 millions de personnes, et qui risque fort de changer la nature de l'État israélien aussi. Et donc probablement les relations que l'État israélien entretiendra avec l'Europe. Et en tout cas, une bonne partie de la société israélienne n'adhérera pas à ce schéma-là et continuera de protester. C'est ça qu'il faut voir. Pour le reste, on est dans cette espèce de nuage qui nous laisse penser que, avec le cessez-le-feu, au fond, la paix est en chemin. Mais je pense que l'opinion sera à nouveau sollicitée par 2 ou 3 événements qui remettront un petit peu les projecteurs sur cette région. Le premier, ce sera le véritable comptage du nombre réel de victimes qu'a fait la guerre contre Gaza. Et donc là, on va probablement atteindre des chiffres plus importants que ceux qui étaient cités d'ordinaire. Donc ce sera un élément du débat, bien sûr. Et puis il y a dans l'immédiat aussi la guerre, entre guillemets, que Israël a menée contre les organisations humanitaires. Ils avaient déjà mis l'ONU à l'écart pendant la guerre de Gaza, avec l'argument selon lequel ces organisations pouvaient servir d'abri à un certain nombre de combattants palestiniens, ainsi de suite. Mais plus encore maintenant que le cessez-le-feu existe, ils ont provoquer le départ d'une organisation comme Médecins sans frontières et Médecins du monde. Donc ça, c'est la plupart en fait des organisations humanitaires internationales sont maintenant empêchées de faire leur travail à Gaza comme en Cisjordanie. On ne sache pas que MSF ou Médecins du monde soient des militants. Je veux dire, ce sont d'abord et avant tout des humanitaires. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui s'inscrira probablement dans la prochaine bataille électorale en Israël et qui verra une partie de la société israélienne protester contre un système que Poutine a inauguré d'ailleurs, de mettre à l'index les ONG et principalement les ONG humanitaires, les mettre à l'index et les désigner comme étrangers et donc susceptibles de poursuite. C'est évidemment la caractérisation supplémentaire du côté extrémiste du gouvernement Netanyahou. Voilà, suite au prochain épisode qui se déroulera probablement sur le front iranien, mais c'est une autre histoire. On peut faire encore une petite incidente, Jean-Marie, sur Hélène, sur ce mystérieux Conseil de la paix, comme ça, qui est apparu dans le paysage international du fait de Donald Trump. Vous savez, au départ, ce Conseil de la paix devait s'occuper uniquement de Gaza. C'est pour ça que ça faisait partie du plan de paix de Gaza du président Trump. Et puis, tout d'un coup, il l'a élargi à tous les pays. Le droit d'entrée, c'est $1 milliard. Il en est le président à vie. Il dispose évidemment de l'argent qui est confié au Conseil. Bon, il n'a pas eu beaucoup de succès dans la composition de son Conseil, mais quelle était son ambition à lui, de son côté? C'était de tuer définitivement ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et d'ailleurs, son discours qu'a évoqué Jean-Marie reflétait ça. C'est-à-dire, il dit l'ONU ne marche pas. Bon, c'est vrai que l'ONU, en ce qui concerne le maintien de la paix, ça ne marche pas, ça n'a d'ailleurs jamais marché. Mais bon, la faute à qui? La faute aux pays qui composent l'ONU.
C'est pas la faute de l'ONU en elle-même, c'est la faute de la manière dont se comportent les grandes puissances au Conseil de sécurité de l'ONU qui est chargé du maintien de la paix. Mais donc voilà, il a voulu tuer ça, il a dit l'ONU ça marche pas, alors on va faire un Conseil de la paix, tout le monde doit venir. Bon, les grands pays ne sont pas venus, ni les Chinois, ni les Russes, ni les Européens. Malheureusement, la Commission européenne, on ne sait pas pourquoi, ni de quel droit, parce que ça fait pas partie de son mandat, ça relève exclusivement du Conseil, et non pas de la Commission, a dépêché à titre d'observateur une commissaire pour assister à l'inauguration de ce Conseil de la paix. Je dis c'est malheureux parce que ça sert à rien de se cacher derrière un arbre. Quand on n'est pas d'accord avec Trump, il faut le dire et il faut le faire savoir. Et là, je trouve que c'est un faux pas de la Commission, mais c'est marginal dans cette histoire. Ce qu'il faut retenir de ce Conseil de la paix, c'est que, en l'élargissant comme ça, il noie dans le poisson la situation à Gaza, Donald Trump, et il tente de créer une organisation parallèle aux Nations Unies, mais dépendant totalement de l'administration américaine. Enfin, en tout cas, de la sienne. C'est à la fois exotique et pathétique. C'est sur ces mots exotiques et pathétiques qu'on se quittera aujourd'hui. Alain Frachon, Jean-Marie Colombani. La suite au prochain épisode d'LMDS. À bientôt. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.